Alors, fin 2025, une véritable légende s'apprête à prendre sa retraite. Warren Buffett, 95 ans. L'homme qui a transformé 10 000 dollars en 150 milliards. Et pourtant, l'image qui reste, c'est celle de ce type qui vit toujours dans sa maison de homard. Acheté pour quoi 31 500 dollars? C'est ce paradoxe qui est absolument fascinant. Oui, et vous savez, c'est vraiment la clé de tout. Ce n'est pas juste une anecdote amusante sur sa frugalité, ça. C'est le point de départ de toute sa philosophie. Sa discipline de vie est complètement indissociable de sa discipline d'investissement. On ne peut pas comprendre l'un sans l'autre. Justement. Et c'est un peu notre mission aujourd'hui. En se plongeant dans les documents qu'on a, on va tenter une expérience si vous voulez. Est-ce qu'on peut construire une sorte de Buffett bot, un algorithme qui pense comme lui? J'adore l'idée. On lui donne sa philosophie, ses règles d'or, et hop, on le lâche sur le marché de 2026. On verra bien s'il s'en sort, ou s'il se casse les dents. C'est ça. On passe de l'admiration du mythe à la construction de la machine. Pour ça, il va falloir commencer par le début. Comprendre l'homme d'abord. Et puis les livres qui ont forgé sa pensée. C'est le code source de notre algorithme en quelque sorte. Et ensuite, on passe au dur, Ensuite, on définit les règles précises, les 7 critères qui sont le cœur du programme. pour finir par le crash test. On va soumettre notre Buffett Bot à 2 cas d'école. Un géant du luxe, LVMH, et un titan de la tech, Microsoft. Voyons si la machine peut vraiment décoder le génie. Allez, c'est parti. Alors, commençons par l'homme. Les sources rappellent des faits qu'on connaît, mais qui sont essentiels. Ses premières actions à 11 ans, la prise de contrôle de Berkshire Hathaway à 35. Mais ce qui me frappe le plus, ce sont les histoires sur son rapport à l'argent au quotidien. Tout à fait. Le fait qu'il mange chez McDonald's ou qu'il conduise une voiture d'occasion, ce n'est pas de l'avarice, ça, hein? Non, c'est le reflet d'une idée très très claire. Pour lui, la vraie richesse, ce n'est pas le luxe, c'est l'indépendance, la liberté. Ne pas être esclave de son propre argent, ni des symboles qui vont avec. C'est poussé à un point où, comme le rappellent nos notes, ses propres enfants n'avaient aucune idée de sa fortune. Son fils l'a découvert à 25 ans en lisant un magazine, hein. Mais c'est incroyable ça. Ça montre à quel point cette déconnexion des apparences est ancrée en lui, quoi. Et ça se traduit directement dans ses investissements. Quand on n'est pas obsédé par les symboles extérieurs de richesse, on peut se concentrer sur la valeur intrinsèque des choses. Il n'achète pas une action pour le prestige, il achète une part d'une entreprise pour les bénéfices qu'elle va générer. C'est la base. Cette mentalité, il la nourrit de lecture. Les sources insistent sur 3 livres décrits comme le code source de sa pensée. Le premier, c'est L'investisseur intelligent de Benjamin Graham. Ah, ça, c'est le système d'exploitation de notre Buffett Bot. C'est le Windows de Buffett, si vous voulez. Graham y pose le principe le plus fondamental de tous. Il y a une différence immense entre le prix d'une action et sa valeur. D'accord. Le prix, c'est l'étiquette. C'est ce qui est affiché. Souvent, c'est dicté par la peur ou l'euphorie du marché. La valeur, c'est ce que l'entreprise vaut réellement, intrinsèquement. Toute la fortune de Buffett s'est construite en exploitant cet écart. Le deuxième livre, c'est sa biographie, L'effet boule de neige. Ça, c'est un peu le journal des erreurs et des corrections du programme, j'imagine. Exactement. C'est la phase de débugage de sa méthode. C'est le récit de l'application de la théorie dans le monde réel, avec les succès, mais aussi et surtout les échecs, les doutes. On y voit comment il a appris, comment il a affiné son système, comment il a composé non seulement ses capitaux, mais aussi ses connaissances. C'est passionnant. Et enfin, le troisième, Les écrits de Warren Buffett. C'est une compilation de ses lettres annuelles, le manuel de l'utilisateur, écrit par le créateur lui-même en somme. C'est la meilleure description. C'est Buffett sans filtre. Il explique avec une clarté déconcertante pourquoi il a pris telle ou telle décision. C'est un accès direct à son processeur central. Avec ces 3 livres, on a la théorie, l'humain et la pratique. On a tout ce qu'il faut pour commencer à coder. D'accord, on a le socle philosophique, c'est clair. Mais comment est-ce que ça se traduit en instructions, en chiffres? Où est-ce que la philosophie rencontre le tableur Excel? Ah, voilà! On entre dans le vif du sujet. Les documents synthétisent sa méthode en 7 critères quantitatifs. On peut les voir comme un contrôle technique en 3 grandes étapes. D'abord, on regarde le prix, ensuite la qualité du moteur, et enfin, les équipements de sécurité. J'aime bien cette image. Alors, commençons par le prix. Comment notre Buffett Bot s'assure-t-il de ne pas surpayer? Il utilise 2 indicateurs principaux. Le premier, c'est le fameux ratio PE, le rapport cours-bénéfice. Pour Buffett, ce n'est pas juste un chiffre.
C'est une question simple. Si j'achète toute cette entreprise aujourd'hui, combien d'années me faudra-t-il pour que ces bénéfices remboursent mon investissement? D'accord. Et il cherche quelle réponse? Une réponse inférieure à 15. Inférieure à 15. Mais est-ce qu'on trouve encore des entreprises de qualité avec un PE aussi bas en 2026? Ça me paraît incroyablement exigeant pour le marché actuel. C'est toute la difficulté. Et c'est pour ça que sa méthode demande une patience infinie. Il est prêt à attendre des années, s'il le faut, pour trouver la perle rare. Le second critère de prix, c'est le PB, le price to book. Là, on compare le prix de l'action à la valeur comptable de l'entreprise. C'est-à-dire la valeur de ses actifs réels, tangibles. C'est ça. Ces usines, ces stocks, ils veulent payer moins de 3 fois cette valeur. C'est un ancrage dans la réalité matérielle. Ok. Première étape, ancrage. Trouver une bonne affaire. Et la deuxième, la qualité du moteur. Là, on cherche à savoir si l'entreprise est une véritable machine à cash. Le critère roi, ici, c'est le ROE, le Return on Equity, le retour sur capitaux propres. Il mesure l'efficacité de l'entreprise à générer des profits avec l'argent des investisseurs. Comment ça marche, concrètement? C'est simple. Un ROE de 20% signifie que pour chaque 100 € de capital investi par les actionnaires, l'entreprise génère 20 € de bénéfices nets. Buffett, lui, exige un ROE supérieur à 15%. D'accord. Et le deuxième indicateur de qualité? La marge bénéficiaire. Une marge élevée, supérieure à 15% idéalement. C'est le signe du fameux moat. Le fossé. L'avantage concurrentiel durable. Exactement. C'est ce qui empêche les concurrents de venir prendre d'assaut le château et voler les profits. Pour Coca-Cola, c'est la marque. Pour une entreprise de logiciels, c'est son écosystème. C'est ce qui donne le pouvoir de fixer ses prix. Compris. On a donc une bonne affaire, avec un bon moteur. Reste la troisième étape, les équipements de sécurité. Voilà. Buffett déteste le risque de faillite plus que tout. Le premier critère de sécurité, c'est donc le ratio d'endettement. Il doit être inférieur à 50%. Une entreprise peu endettée, c'est une forteresse qui peut résister aux tempêtes économiques. Logique. Et le deuxième? Le deuxième, c'est une croissance des bénéfices qui soit stable et prévisible. Surtout pas explosive. Il préfère une croissance entre 5 et 25%, celle d'un marathonien, pas d'un sprinter. Une croissance trop rapide est souvent un mirage ou un risque caché. Et il reste un dernier critère, je crois. Oui, la taille. Il privilégie les grandes entreprises avec une capitalisation de plus de 10 milliards de dollars. La taille est en soi une barrière à l'entrée, une sécurité. Il est beaucoup plus difficile de faire tomber un géant qu'une PME. Donc, si on résume, notre bot vérifie d'abord le prix PE, PB. C'est ça, Puis la qualité, ROE, marge. exactement. Et enfin la sécurité, dette, croissance, taille. Les sources ont même créé un score Buffett sur 100 à partir de ça. Un score de 80, c'est excellent. C'est une bonne façon de systématiser l'analyse, oui. Ça permet de filtrer rapidement des centaines d'actions pour ne se concentrer que sur les plus prometteuses. Parfait. Le Buffett Bot est programmé. Il est temps de le lâcher dans l'arène. Premier test. Le fleuron du luxe français, LVMH. Que nous dit la machine? Alors là, le verdict est sans appel. Le score de LVMH est de 29 sur 100. Pour le bot, c'est un naïveté catégorique. 29 sur 100, c'est incroyablement bas pour une entreprise qu'on perçoit comme un symbole de qualité, de réussite. Qu'est-ce qui coince à ce point? Eh bien, c'est très simple. L'algorithme est impitoyable sur la première étape, le prix. Avec un PO de près de 29 et un PB de presque 5, LVMH est jugé beaucoup trop cher. Et en plus, au moment de l'analyse, la croissance des bénéfices était même négative. L'algorithme, lui, il n'a aucune considération pour le prestige de la marque. Il ne voit que des chiffres qui clignotent en rouge. Donc, si je comprends bien, l'algorithme ne dit pas que LVMH est une mauvaise entreprise, il dit juste que c'est un mauvais achat selon les critères stricts de Buffett. C'est exactement ça. Il s'agit d'une entreprise de très haute qualité, mais qui ne correspond pas du tout à cette stratégie de value investing. Un investisseur qui parie sur la croissance à long terme du luxe peut y voir une opportunité, bien sûr, mais il ne fait pas du Buffett. Le bot, lui, est un puriste. D'accord, le bot n'aime pas le luxe trop cher. Deuxième test. Un géant de la tech, Microsoft. Le cas me semble plus complexe là. Et il l'est. Ici, le score est de 58 sur 100, ce qui est classé comme opportunité moyenne. Et c'est là que ça devient vraiment passionnant, parce qu'on touche aux limites de l'algorithme. Alors, qu'est-ce qui perturbe le bot cette fois?
C'est un cas d'école du paradoxe moderne. Comme pour LVMH, Microsoft échoue au test du prix. Son PE est très élevé, à plus de 33. Le Buffett des années 80 aurait immédiatement classé le dossier. Mais, et c'est un mais énorme, sur la deuxième étape, la qualité du moteur, Microsoft explose absolument tous les scores. C'est-à-dire? Son ROE est exceptionnel, à plus de 32%. Sa marge bénéficiaire est stratosphérique, à presque 36%. C'est une machine à cash d'une efficacité redoutable. Et en plus, elle est très peu endettée. Le Buffett est donc face à un dilemme, une voiture de course au moteur parfait, mais avec une étiquette de prix exorbitante. Son score de 58 reflète cette confusion. On dirait que c'est le genre de situation qui a poussé Buffett lui-même à évoluer avec le temps. C'est son partenaire, Charlie Munger, qui disait qu'il valait mieux acheter une entreprise extraordinaire à un prix correct qu'une entreprise correcte à un prix extraordinaire. Précisément. Et c'est ce qu'il a fait tardivement avec Apple, par exemple. Microsoft est à cette frontière. Un score de 58 n'est pas un oui franc. C'est une invitation à utiliser son jugement humain. C'est un signal qui dit « Attention, c'est cher, mais la qualité est si exceptionnelle que ça vaut peut-être le coup de payer plus. » L'algorithme nous montre la porte, mais il ne la franchit pas pour nous. C'est fascinant. Le bot donne un cadre, mais le jugement reste essentiel. D'ailleurs, les sources sont allées plus loin. Elles ont simulé ce qui se passerait si on suivait aveuglément les meilleurs scores du bot, pour créer des portefeuilles. Qu'est-ce que ça a donné? Les résultats sont très instructifs. Ils ont créé 3 portefeuilles. Le premier, The Omar Accord, le plus agressif, a largement battu l'indice S&P 500 sur 5 ans. On parle de plus 148% contre plus 97% pour l'indice, mais avec une volatilité bien plus forte. C'est le portefeuille pour ceux qui ont le cœur bien accroché. D'accord. Et le deuxième? Le Balanced Oracle, plus prudent, il a eu une performance similaire à celle de l'indice, mais avec un risque bien plus faible. En cas de grosse baisse du marché, il a beaucoup mieux résisté. C'est l'option bon père de famille, quoi. Mais la vraie surprise de l'étude, c'était en appliquant le bot au marché français, n'est-ce pas? Absolument. Le troisième portefeuille, French Value Aristocrats, a été la révélation. Non seulement il a surperformé le marché avec plus 126% sur 5 ans, mais il a surtout obtenu le meilleur rendement ajusté au risque de tous les portefeuilles testés. Attendez, comment c'est possible-t-il? Appliquer une stratégie typiquement américaine au marché français donnerait les meilleurs résultats. C'est complètement contre-intuitif. Est-ce que ça voudrait dire que le marché français est moins efficient? Qu'il y a plus de pépites sous-évaluées que les grands fonds internationaux ignorent? C'est une excellente question. Et l'étude le suggère. Il est possible que sur des marchés moins scrutés que les États-Unis, où tout le monde regarde les mêmes valeurs technologiques, une approche méthodique et disciplinée comme celle de Buffett permette de dénicher des entreprises de grande qualité que le marché a temporairement oubliées. La méthode serait encore plus efficace là où il y a moins de concurrence, finalement. Alors, au final, qu'est-ce qu'on retient de cette expérience? On a essayé de construire un Buffett bot et on a vu que sa méthode repose sur des principes de bon sens, qui semblent intemporels. Acheter des entreprises rentables, solides, et ne pas les surpayer. C'est un socle d'une robustesse incroyable, oui. Mais le cas de Microsoft nous a montré la grande tension de notre époque. Le conflit entre la valeur traditionnelle, mesurée par des ratios conçus pour le XXe siècle, et la qualité exceptionnelle des entreprises technologiques modernes, dont la valeur est beaucoup plus difficile à quantifier. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Que même l'algorithme parfait basé sur les principes de Buffett n'est pas une réponse définitive, mais plutôt un point de départ pour la réflexion. C'est exactement ça. Et ça nous laisse avec une question fondamentale pour la suite. On y vient. La philosophie de Buffett s'est construite dans un monde d'actifs tangibles. Des usines, des voies ferrées, des bouteilles de Coca-Cola. La question qui se pose aujourd'hui, c'est: est-ce que cette grille de lecture est encore parfaitement adaptée à une économie dominée par des géants dont la valeur réside dans des actifs totalement immatériels? Autrement dit, comment évaluer la valeur comptable d'une entreprise dont le principal actif est son code source, ses montagnes de données ou la puissance de son réseau d'utilisateurs? Faut-il faire évoluer la notion même de valeur pour le XXIe siècle? C'est sans doute le plus grand défi pour la prochaine génération d'investisseurs qui voudront s'inspirer du maître.